Élise Aldan était seule dans son bureau d'angle au 14e étage, regardant le flux de sécurité sur son ordinateur portable. Le serrurier qu'elle avait appelé pour entretenir le coffre-fort de la direction s'agenouilla devant la porte du coffre, étudia le clavier pendant exactement 2 secondes et composa 8 chiffres sans hésitation. Pas d'essai, pas d'erreur. La serrure s'ouvrit au premier essai. Le code était 07042006, le 4 juillet 2006, la nuit de son premier baiser. Personne en vie ne connaissait ce numéro. Elle se pencha vers l'écran. Des mains calleuses, une veste de travail usée, un badge nominatif indiquant G. Calistet. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis 18 ans. Elle se dirigeait déjà vers l'ascenseur avant que le flux n'ait fini de charger. Le couloir devant la salle des coffres sentait le produit de nettoyage et la vieille moquette. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus d'elle sur une tonalité qui correspondait à la fréquence de son pouls. Elle poussa la porte et le trouva accroupi à côté du coffre ouvert, une lampe stylo entre les dents, vérifiant le mécanisme de la charnière. Il leva les yeux quand ses talons cliquèrent sur le carrelage. Il se leva, un M85, peut-être un M88, plus mince qu'elle ne s'en souvenait. Une cicatrice près du côté gauche de sa mâchoire qui n'était pas là avant. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, striés de gris précoce aux tempes, et ses mains étaient celles d'un homme qui travaille avec des outils tous les jours, aux jointures épaisses, écorchées, sûres. Il ne portait pas d'alliance. Le col de sa veste de travail était effiloché sur le côté gauche, comme s'il tournait la tête dans la même direction 1000 fois par jour. Le verrou interne frottait contre le cadre, dit-il. Sa voix était calme, technique, dépouillée d'ornements. Probablement une dilatation thermique due à la bouche de ventilation HVAC directement au-dessus. Je l'ai réaligné et recalibré la distance de course. Ça devrait fonctionner parfaitement maintenant. Élise croisa les bras. Comment connaissiez-vous la combinaison? Il soutint son regard sans ciller. Le 4 juillet est le code de coffre-fort le plus courant basé sur une date dans le pays. Je l'ai essayé en premier avec l'année. 2006 est un suffixe courant pour les personnes qui définissent des codes dans la vingtaine. C'est une tendance statistique. Elle ne cligna pas des yeux. Quel est votre nom complet? Gareth Calistet. La pièce se contracta. Elle étudia son visage, les nouvelles rides autour de sa bouche, la façon dont il portait son poids légèrement en avant sur son pied gauche, la cicatrice qu'elle ne pouvait pas situer. Mais les yeux, gris-bleu, stables, posés. Elle se souvenait de ses yeux à la lueur du feu, dans la lueur des feux d'artifice romains sur le pont de Ridgeway, dans la pénombre d'une nuit de juillet qu'elle avait portée dans sa poitrine comme une pièce verrouillée pendant près de 2 décennies. « Êtes-vous de Ridgeway » dit-elle. Pas une question. Un test. Il marqua une pause. Un battement. 2. Oui. Il n'ajouta rien. Il ne demanda pas pourquoi elle voulait savoir. Il ne changea pas de poids, ne détourna pas le regard, ne chercha pas une suite commode pour combler le silence. Il se contenta de rester là avec sa lampe stylo, sa ceinture à outils et sa patience. Et Élise sentit quelque chose bouger sous ses côtes qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait 18 ans et qu'elle se tenait sur la rive de la rivière Congaré à regarder un garçon qu'elle connaissait à peine lancer une ligne de pêche dans une eau qui captait la dernière lumière du jour. Elle lui dit de terminer le travail et de laisser sa facture à l'accueil. Elle tourna les talons et sortit sans attendre sa réponse. Ses talons marquaient un rythme sur le carrelage qu'elle maintenait délibérément régulier, délibérément contrôlé. Parce que le contrôle était la seule monnaie en laquelle elle avait confiance. De retour dans son bureau, elle ferma la porte, s'assit dans son fauteuil, ne bougea pas pendant 1 minute entière. Le port était visible à travers les fenêtres panoramiques, des porte-conteneurs, des voiliers, un remorqueur traînant une barge vers le sud en direction de Fort-Saint-Thé. Elle ne voyait rien de tout cela. Elle voyait un pont dans une petite ville à 2 heures au nord et un garçon debout dessus avec des feux d'artifice romains à la main. Et la façon dont la lumière avait rendu son visage doré pendant exactement 3 secondes avant que les étincelles ne s'éteignent. Elle ouvrit le tiroir inférieur de son bureau, celui qu'elle n'ouvrait jamais devant personne, et en sortit une photographie Polaroid au bord décoloré et au coin maculé d'encre. 2 jeunes visages, des feux d'artifice se dissolvant au-dessus d'eux. Son bras autour de son épaule, ses yeux fermés, le fantôme d'un sourire qu'elle n'avait pas porté depuis. Elle tint la photographie sous sa lampe de bureau. Le garçon sur la photo avait des épaules plus larges maintenant, une cicatrice, un badge nominatif, un tarif horaire de $22, mais les yeux étaient les mêmes.
Ils avaient toujours été les mêmes. Elle remit la photographie dans le tiroir et le ferma. Le lendemain matin, Élise demanda le contrat de service aux services généraux. Calisté Lockwork, basé dans un centre commercial de King Street. Gareth Calisté, technicien unique, agréé, cautionné, assuré. 2 ans d'activité, aucune plainte, aucune distinction, une entreprise ordinaire dirigée par un homme ordinaire. Elle fit rechercher son nom dans chaque base de données à laquelle elle avait accès, registre des entreprises, dossier judiciaire, ordre professionnel. Rien ne revenait qui contredisait la surface. Un homme qui avait ouvert un magasin de serrurerie en 2022, payait ses impôts à temps, renouvelait ses certifications chaque année et restait discret. Elle faillit en rester là, mais Maggie Pruitt frappa à sa porte à 10h15, entra et la referma derrière elle. Maggie était l'assistante exécutive d'Élise depuis 20 ans, avait travaillé pour son père avant cela. Elle avait 62 ans, les cheveux argentés, et elle ne fermait jamais la porte à moins que quelque chose ne comptait. Le serrurier d'hier, dit Maggie, son nom de famille est Calisté. Je le sais. Je l'ai reconnu. Je suis de Ridgeway aussi, Élise. Je connaissais son père. Je connaissais sa mère. Et je sais qui il est devenu après son départ. Élise posa son stylo. Maggie s'assit dans le fauteuil en face du bureau, croisa les mains sur ses genoux comme elle le faisait toujours lorsqu'elle délivrait une information qu'elle avait soigneusement pesée, et raconta à Élise que Gareth Calisté n'était pas serrurier. Ou plutôt, il l'était maintenant, mais il y a 4 ans, il avait été l'architecte principal de la sécurité chez Sentinel Defense Systems, l'une des sociétés de cybersécurité les plus avancées sous contrat avec le ministère de la Défense. Il avait conçu des protocoles de chiffrement pour des réseaux militaires classifiés. Il détenait une habilitation de sécurité hautement confidentielle avec accès à des informations sensibles compartimentées. Ses travaux publiés sur la gestion des clés cryptographiques avaient été cités dans des notes de renseignement fédéral et référencés dans 3 témoignages distincts devant le Congrès sur la défense cybernétique nationale. Son salaire dépassait les 7 chiffres. Son nom figurait sur 11 brevets. Puis sa femme, Helena, avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas. 14 mois plus tard, elle n'était plus. Gareth démissionna de Sentinel la même semaine, quittant une carrière que la plupart des gens de son domaine auraient vendu une décennie de leur vie pour avoir. Il retira sa fille de son école en Virginie du Nord, chargea ce qui tenait dans le coffre de son camion et prit la route vers le sud. Il s'installa à Charleston parce que c'était là qu'Helena était enterrée, au cimetière de Magnolia Road sous un chêne vivant qu'elle avait aimé étant enfant. Il ouvrit un magasin de serrurerie. Il décrocha des contrats. Il répara des coffres-forts et rechangea des serrures et installa des barres anti-panique sur les portes des écoles. Il conduisait un pick-up de 12 ans avec un siège rehausseur pour enfants sur le siège passager et une caisse à outils boulonnée dans la benne. Il facturait $22 de l'heure et ne négociait jamais. Élise se leva et s'approcha de la fenêtre. Sur le parking en contrebas, le camion de Gareth était toujours dans la place d'angle, elle cabossait, un autocollant d'un magasin d'appât qui se décollait du pare-choc. Le soleil de fin de matinée rendait le pare-brise opaque. Elle ne pouvait pas voir l'intérieur, mais elle savait ce qui s'y trouvait. Un siège rehausseur avec une housse violette, une bouteille d'eau dans le porte-gobelet, une pile de cartes dessinées à la main maintenue par un élastique, preuve d'une vie délibérément réduite aux dimensions de ce qui comptait. Elle pensa au garçon sous les feux d'artifice. Elle pensa à l'homme agenouillé devant son coffre, entrant le code sans hésitation, comme si ces 8 chiffres étaient quelque chose qu'il avait porté dans sa propre poitrine aussi longtemps qu'elle. Le garçon qu'il avait embrassé sur le pont de Ridgeway était devenu l'un des esprits les plus brillants de la cybersécurité américaine. Et maintenant, il réparait des serrures pour $22 de l'heure. Non pas parce qu'il avait échoué, non pas parce que le monde l'avait brisé, mais parce qu'il avait choisi la taille de sa vie avec la même précision qu'il avait autrefois utilisée pour concevoir des systèmes de chiffrement pour le Pentagone. Maggie la regardait depuis le fauteuil, les mains toujours jointes. « C'est-il, demanda doucement Élise, que je dirige cette entreprise ?» Maggie marqua une pause. Son expression portait la gravité particulière d'une femme qui avait gardé les secrets des autres pendant 40 ans et qui comprenait le prix de chacun d'eux. « Je pense qu'il sait tout, Élise. Il ne le dit simplement pas. » 3 jours plus tard, Élise découvrit qui avait réellement demandé le serrurier extérieur, et ce n'étaient pas les services généraux. Victor Ashworth siégeait au 14e étage, lui aussi, 4 bureaux plus loin que le sien, directeur général, 16 ans au conseil d'administration.
Il portait des costumes italiens cousus main et une Patek Philippe qu'il touchait inconsciemment pendant les réunions, comme d'autres hommes touchent une alliance. Il avait été le premier employé de son père, et il avait survécu à toutes les restructurations depuis. C'était Victor qui avait soumis la demande de réparation du coffre. Il avait dit à l'équipe des services généraux que le personnel de maintenance interne n'était pas qualifié pour entretenir un coffre-fort Gardal classé TL. Il avait spécifié un entrepreneur extérieur. Il avait même recommandé un serrurier particulier, une petite entreprise de King Street, un seul homme, aucun lien corporatif. Il avait choisi Gareth Callister parce que Gareth Callister ressemblait à quelqu'un qui pouvait être contrôlé. Le mardi suivant la réparation, Victor intercepta Gareth dans le couloir du sous-sol près du quai de chargement. Le couloir était vide. La caméra de sécurité dans cette section était hors ligne depuis 3 semaines, une coïncidence que Victor avait arrangée. Monsieur Callister. La voix de Victor portait la chaleur étudiée d'un homme qui avait passé des décennies à faire passer des menaces pour des faveurs. Je voulais vous remercier personnellement pour l'excellent travail sur le coffre. Gareth portait son sac d'outils vers l'ascenseur de service. Il s'arrêta. Apprécié. J'ai une proposition. La PDG conserve certains documents dans ce coffre, des accords de partenariat, des fichiers de sauvegarde. Je mène un examen interne et j'ai besoin de copies de ces documents. Lors de votre prochaine visite d'entretien, j'aimerais que vous photographiiez le contenu. 5 000 $ en espèces. Gareth posa son sac d'outils. Il regarda Victor comme un homme regarde un panneau routier dans une langue qu'il peut lire parfaitement, mais qu'il choisit de ne pas reconnaître. Non. Dit Gareth. Le sourire de Victor s'amincit. Je peux faire en sorte que votre contrat avec cet immeuble soit résilié d'ici vendredi. Je peux faire en sorte que toutes les sociétés de gestion immobilière commerciale de Charleston connaissent votre nom, et pas dans un contexte favorable. Gareth reprit son sac. Il n'éleva pas la voix. Il ne se défendit pas. Il se contenta de regarder Victor avec une expression qui ne contenait ni peur, ni colère, ni marchandage. Puis il se dirigea vers l'ascenseur et appuya sur le bouton. Victor resta dans le couloir vide et écouta les portes se fermer. Il y avait quelque chose dans la façon dont Callister l'avait regardé, l'immobilité, l'absence de réaction qui ne correspondait pas à un homme qui réparait des serrures pour vivre. Victor sortit son téléphone et composa un numéro qu'il gardait pour les situations nécessitant des informations livrées sans question. « J'ai besoin d'un rapport complet sur un homme nommé Gareth Callister, dit-il. Tout ce que vous pouvez trouver. » Tout. Pendant ce temps, 14 étages plus haut, Élise était assise dans son bureau en train de consulter le journal des services généraux. Elle n'avait demandé à personne d'entretenir le coffre. Le bon de travail mentionnait Victor Ashworth comme demandeur. Elle retourna le détail dans son esprit lentement, comme elle retournait tout, cherchant le bord, la couture, la chose qui ne collait pas. Le coffre fonctionnait normalement. Le cycle d'audit venait de commencer et Victor, qui ne s'impliquait jamais dans l'entretien du bâtiment, avait personnellement organisé qu'un étranger ouvre son coffre. Elle prit son téléphone et composa le numéro du magasin de Gareth. Il sonna 4 fois. Callister Lockworks, Monsieur Callister. Ici Élise Aldan. Je vous appelle à propos du coffre à nouveau. Le verrou semble coincé au 3e tour. Un temps d'arrêt. Ils savaient tous les deux que le verrou allait bien. Je peux passer jeudi. Jeudi me convient. Elle raccrocha et resta très immobile. Au dehors, un cargo se déplaçait dans le port, sa corne basse et longue sur l'eau. Jeudi arriva gris et doux. Gareth arriva à 9 h, s'enregistra à l'accueil du hall et prit l'ascenseur de service jusqu'au 14. Élise l'accueillit à la porte de son bureau, pas près du coffre. Elle le fit entrer et ferma la porte derrière eux. Il posa son sac et se dirigea vers le coffre dans le coin, mais Élise ne le suivit pas. Elle se tint près de la fenêtre, les bras croisés, le regardant. Il ouvrit sa trousse, sortit une jauge de couple et commença à vérifier l'ensemble du verrou. Cette peinture, dit-il sans lever les yeux. Il désigna le mur derrière son bureau. L'aquarelle. C'est le pont de Ridgeway. Elle se tourna pour y jeter un coup d'œil, bien qu'elle connût chaque coup de pinceau. En effet. Les pilotis sur la peinture, ce sont les anciens, avant que le comté ne les remplace en 2009. Il ajusta une vis de réglage avec un tournevis de précision. Je pêchais souvent au large de ces pilotis, surtout des barbus.
parfois un bar si la marée était bonne. Élise décroisa les bras. Je sais. Je m'asseyais sur la rive et je regardais. La pièce retint son souffle. Aucun des deux ne dit ce que tous deux pensaient, que la rive était à 40 mètres des pilotis, qu'elle avait 15 ans l'été où elle s'y était assise, qu'il savait qu'elle regardait et n'avait jamais une seule fois levé les yeux, et que le fait de ne pas regarder avait été sa propre forme de conversation. Garrett termina l'ajustement et se leva. Les verrous fonctionnent parfaitement, ne devraient plus vous causer de problème. Merci. Elle marqua une pause. Voulez-vous du café? Il la regarda pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Pas la PDG, pas la femme qui signait ses factures, mais la fille qui s'était assise sur la rive de la rivière en short court et une casquette des braves délavée, faisant semblant de lire un livre dont elle ne tournait jamais les pages. D'accord, dit-il. Elle versa 2 tasses du presse français sur sa crédence. Noir pour les deux. Il se tenait de part et d'autre de son bureau et, pendant un instant, le bureau ressemblait à un endroit où 2 personnes existaient simplement au lieu de jouer un rôle. Ma fille dessine des cartes, dit Garrett. Ivy, elle a 9 ans. Elle invente des pays, nomme les rivières, met des petits arbres le long des frontières. Elle en a dessiné une la semaine dernière avec un pont qui ressemblait à celui de votre tableau. Élise sourit. Ce n'était pas le sourire qu'elle utilisait dans les conseils d'administration ou les appels avec les investisseurs. C'était une chose plus petite, sans défense, le genre d'expression qui arrive avant que la permission ne soit accordée. C'était le premier vrai sourire qu'elle avait porté dans ce bureau depuis le jour où elle était devenue PDG. Elle semble merveilleuse, dit Élise. Elle l'est. Il finit son café, rinça la tasse dans le petit évier près de la bibliothèque sans qu'on le lui demande, et reprit son sac. Sur le seuil, il s'arrêta. Le coffre va bien, dit-il. Vous ne devriez plus avoir besoin de moi. Élise tenait son café à 2 mains. Je vous appellerai si quelque chose se présente. Il hocha la tête et sortit. La porte claqua doucement. Elle se tint à la fenêtre et regarda son camion quitter le parking, l'autocollant du magasin d'appât, le siège rehausseur, la caisse à outils boulonnée dans la benne. Elle comprenait maintenant, avec une clarté qui pesait sur sa poitrine, qu'il n'avait rien oublié. Ni le pont, ni la rive, ni le code. Il se souvenait de tout. Il n'exigeait simplement pas que le souvenir soit récompensé. C'était cela, chez Garrett Callister, qu'elle ne pouvait pas résoudre. Il portait tout et ne demandait rien. Les divergences firent surface un lundi. L'équipe d'audit interne d'Élise effectuait un examen de routine des comptes clients, procédure standard, cycle trimestriel, mais l'analyste junior signala quelque chose. Une série de petits virements, chacun en dessous du seuil déclenchant un signalement automatique, acheminé via un compte subsidiaire qui remontait au fonds opérationnel de l'entreprise. Les montants étaient modestes, 12 000 ici, 8 000 là, mais le modèle était cohérent. Chaque trimestre, pendant au moins 6 ans, la précision du calendrier suggérait une automatisation. Quelqu'un avait intégré cela dans le système comme un second battement de cœur. Élise consulta elle-même les enregistrements des transactions. Elle ferma la porte de son bureau, éteignit son téléphone et passa 3 heures à recouper les numéros de compte, les eurodatages et les codes de signature. La piste n'était pas cachée. Elle était simplement enfouie sous assez de transactions de routine pour que personne n'ait jamais pensé à regarder. La piste d'autorisation menait, indirectement mais sans équivoque, à des signatures numériques portant les identifiants de Victor Ashworth. Le détournement total sur 6 ans de transferts documentés dépassait les 4 millions de dollars, et ce n'étaient que les transactions qu'elle pouvait retracer à partir des enregistrements disponibles sur le réseau de l'entreprise. L'architecture financière originale, les documents fondateurs, les accords de partenariat qui établissaient la base de l'entreprise, n'existaient qu'à un seul endroit. Elle ouvrit le coffre ce soir-là après que tout le monde fut parti. Le bâtiment était silencieux. L'équipe de nettoyage avait fini le 14e étage 1 heure plus tôt. Les lumières du couloir s'étaient atténuées à leur réglage après les heures de bureau, projetant de longs rectangles ambrés sur la moquette. Elle composa le code 07042006, et la serrure tourna avec un bruit de craquement de jointure. À l'intérieur, sous un portefeuille en cuir et une boîte d'effets personnels de son père, elle trouva ce qu'elle avait toujours su être là mais n'avait jamais eu besoin d'examiner. L'accord de partenariat original rédigé lorsque son père fonda Aldan Capital il y a 23 ans et une clé USB étiquetée de l'écriture de son père, audit de sauvegarde ne pas supprimée. Le coffre n'était pas un coffre.
C'était un coffre-fort des origines, le seul endroit où les documents fondateurs et l'architecture financière originale de l'entreprise existaient sous une forme qui ne pouvait pas être modifiée numériquement. Si la fraude de Victor remontait aux premières années, ces documents le montreraient. Et si quelqu'un les détruisait, les preuves seraient irrécupérables. Elle comprit maintenant pourquoi Victor avait voulu que le coffre soit ouvert, pas réparé, pas entretenu, ouvert, accédé, compromis. Elle prit son téléphone. Il était 20h15. Le port devant sa fenêtre était sombre à l'exception des feux de navigation d'un porte-conteneur se déplaçant lentement vers l'Atlantique ouvert. Elle composa le numéro de Garrett. Cette fois, quand il répondit, elle ne fit pas semblant que le verrou coinçait. « Je dois vous demander quelque chose, dit-elle, et j'ai besoin que vous répondiez en tant que la personne que vous êtes réellement, pas celle que votre carte de visite indique. » Silence au bout du fil. 1 seconde, 2, 3. Elle entendit quelque chose en arrière-plan, le bruit lointain d'une télévision, la voix d'un enfant posant une question, puis le silence à nouveau. « D'accord, dit-il. Pouvez-vous améliorer la sécurité de ce coffre ? Nouvelle couche de chiffrement, détection des fractions, quelque chose qui ne puisse pas être contourné par quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment. Nouvelle pause. Lorsqu'il parla, sa voix était toujours aussi posée, calme, précise, mais il y avait quelque chose en dessous maintenant, un changement de registre si subtil qu'il en était presque imperceptible, comme un musicien passant d'une tonalité à une autre. « Je peux le faire. Quand en avez-vous besoin ? Dès que possible. Je viendrai samedi après les heures de bureau. » Elle raccrocha et regarda le coffre, sa porte en acier encore ouverte, la clé USB dans sa main. Quelque part dans ce bâtiment, un homme en qui elle avait eu confiance pendant 16 ans essayait d'effacer les preuves de ce qu'il avait fait, et la seule personne à qui elle avait demandé de l'aide était un serrurier qui gagnait $22 de l'heure et se trouvait être l'architecte de sécurité le plus qualifié qu'elle ait jamais rencontré. Elle ferma le coffre, tourna le cadran, 07042006, la date qu'elle n'avait jamais changée parce que la changer aurait signifié admettre qu'elle comptait encore. Maggie vint au bureau d'Élise à 19h45 un mercredi soir, après le départ de l'équipe de nettoyage et lorsque l'étage était vide. Elle portait une enveloppe en papier craft qui était devenue molle avec l'âge, le papier à l'intérieur jauni et cassant le long des plis. « J'aurais dû vous donner cela il y a des années, » dit Maggie. Elle s'assit sans y être invitée, la première fois en 20 ans qu'elle faisait cela. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre, écrite à la main. Élise reconnut immédiatement l'écriture, celle de son père, cette écriture serrée et penchée en avant qu'il utilisait pour la correspondance personnelle, pas les lettres capitales soignées de ses notes professionnelles. La lettre était adressée à Donald Callister, le père de Garrett, expliqua Maggie. Lorsque le père d'Élise, Richard Haldane, fonda l'entreprise en 2001, il avait conclu un accord d'investissement privé avec Donald Callister, qui détenait un brevet sur un protocole de chiffrement adaptatif, une méthode pour sécuriser les transmissions de données financières qui était, à l'époque, en avance d'une décennie sur son domaine. Richard investit $200 000 dans le développement commercial du brevet. L'accord donnait droit à la famille Callister à un pourcentage de tout revenu dérivé du déploiement de la technologie. Ce brevet devint la base technique de Sentinel Defense System. Le protocole de chiffrement inventé par Donald Callister fut licencié, modifié et étendu en une plateforme que le ministère de la Défense adopta pour les communications classifiées. Il valait des dizaines de millions, mais Donald Callister n'en vit jamais $1. Le flux de revenus avait été détourné discrètement, progressivement, par une série de transactions écran par un associé junior de Haldane Capital qui avait accès à l'infrastructure financière initiale de l'entreprise, Victor Ashworth. Donald Callister mourut en 2014 croyant que son brevet avait été un échec commercial. Il ne sut jamais que la technologie avait été déployée à grande échelle. Il ne sut jamais que sa famille avait droit à des millions. La lettre dans l'enveloppe était la tentative de Richard Haldane de réparer les torts. Il avait écrit à Donald expliquant ce qu'il avait découvert, promettant une restitution. Mais la lettre ne fut jamais envoyée. Richard eut une attaque 3 jours après l'avoir écrite. Il ne s'en remit jamais complètement. Il mourut 14 mois plus tard et la lettre resta dans ses dossiers personnels, classée, oubliée, enterrée sous 2 décennies de paperasse corporative que Maggie avait gérée seule. « Je l'ai gardée parce que j'avais peur, » dit Maggie. Sa voix était ferme, mais ses mains ne l'étaient pas, Victor contrôle le conseil. Il l'a toujours fait. Si j'étais venu en avant, il m'aurait détruite, ainsi que la lettre et tout ce que votre père a essayé de faire.
Élise tint le papier sous sa lampe de bureau. L'écriture de son père, sa culpabilité, son intention, son échec, tout capturé à l'encre sur une page qui n'était jamais parvenue à destination. « Est-ce que Gareth est au courant ?» dit Élise. « Je ne sais pas ce que Gareth sait, mais je sais qu'il n'est pas revenu à Charleston par hasard. » Élise plia soigneusement la lettre le long de ses plis d'origine et la remit dans l'enveloppe. Elle ouvrit le coffre, plaça l'enveloppe à l'intérieur à côté de la clé USB et de l'accord de partenariat, et referma la porte. Elle s'assit dans le silence de son bureau et comprit, avec un poids qui pesait contre son sternum, que la fraude de Victor Ashworth n'était pas récente. Elle était fondamentale. Elle précédait la croissance de l'entreprise, sa réputation, sa confiance publique. Elle remontait au début, à deux paires, une lettre, et une dette qui s'était accumulée en silence pendant 23 ans. Son père avait essayé de la régler et avait échoué. Maintenant, le travail lui incombait. Elle appela Gareth le lendemain matin, pas depuis son téléphone de bureau, depuis son cellulaire personnel, debout sur le balcon de son appartement surplombant le port, le vent tirant ses cheveux. Le soleil était à peine levé. L'eau avait la couleur du plomb. « J'ai besoin de vous voir, dit-elle. Pas à propos du coffre. » Il vint à son bureau à 18 heures, après que le bâtiment se fut vidé. Les couloirs étaient sombres, les salles de réunion obscures, le seul bruit était le faible bourdonnement du système de ventilation du bâtiment fonctionnant en mode nocturne. Elle ferma la porte. Elle ne s'assit pas derrière son bureau. Elle se tint près de la fenêtre, les lumières du port commençant à s'allumer derrière elle. Et elle lui demanda directement, « Êtes-vous revenu à Charleston pour cette entreprise ?» Il se tenait près de la bibliothèque, les mains le long du corps. Il portait la même veste de travail, les mêmes bottes. Il ne bougea pas, non. « Êtes-vous revenu pour Victor Ashworth ?» Non. Alors pourquoi? Il resta silencieux longtemps. Pas le silence de l'évasion, mais le silence d'un homme choisissant la précision plutôt que la rapidité, comme un chirurgien choisit un point d'incision. Le bureau était immobile. Les lumières du port projetaient de longs reflets sur le plafond. « Helena est enterrée à Magnolia Road, dit-il. Ivy avait besoin d'une vie plus petite, d'un endroit où elle pourrait aller à l'école à vélo et où je pourrais être à la maison à 17 heures. Elle avait besoin d'un jardin et d'un voisin qui salue le matin et d'un père qui ne soit pas au téléphone classifié à minuit. Charleston était l'endroit où Helena avait grandi. C'était le seul endroit qui avait du sens. Il marqua une pause, regarda le sol, puis de nouveau elle. « Mais je savais que votre entreprise était ici. J'ai vu le nom de Victor sur le tableau des administrateurs quand je suis passé devant le bâtiment la première semaine après notre déménagement. Je savais ce qu'il avait fait au brevet de mon père. Je le savais depuis des années. J'ai trouvé la piste financière quand j'étais encore chez Sentinelle. J'avais les outils, l'habilitation, l'accès pour retracer chaque dollar qu'il avait détourné. J'aurais pu rendre public. J'ai choisi de ne pas le faire. Mon père était mort. Ma femme se mourait. Je n'avais pas la capacité pour la justice. J'avais la capacité pour une seule chose, empêcher le monde d'une fille de 9 ans de s'effondrer, et j'y ai consacré toute mon énergie. » Il s'arrêta, ajusta son poids du pied gauche au pied droit, continua. « Quand l'appel de service est arrivé pour votre coffre, j'ai reconnu l'adresse. Aldan Capital, 14e étage. Je n'ai pas planifié ce qui s'est passé ensuite. Je ne l'ai pas répété, ni stratégisé, ni décidé à l'avance de faire une quelconque démonstration. Mais quand je me suis agenouillé devant le clavier, je connaissais le code. Je le connaissais parce que je n'ai jamais oublié la date. Le 4 juillet 2006. Je l'ai tapé parce que c'était le seul mot de passe qui ait jamais eu un sens pour moi. » Élise ne pleura pas. Elle ne bougea pas. Elle resta absolument immobile, comme on l'est lorsque quelque chose de fondamental a changé en soi et que l'on attend que la nouvelle architecture se stabilise avant de se faire confiance pour parler. Ce ne fut pas la révélation qui la défit. Ce fut la façon dont il la délivra, sans performance, sans accusation, sans rien demander en retour. Il avait énoncé un fait. Il l'avait posé sur la table entre eux comme un objet qu'il avait porté pendant 18 ans et qu'on lui permettait enfin de déposer. Sans emballage, sans cérémonie, juste la vérité, usée par des années de manipulation silencieuse. Il reprit son sac. « Je finirai la mise à jour de sécurité samedi matin. La nouvelle couche de chiffrement prendra environ 4 heures à calibrer.
Il se dirigea vers la porte. Sa main était sur la poignée quand elle parla, « Gareth ». Il s'arrêta. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. « Merci », dit-elle, de ne pas avoir oublié. Il resta un moment sur le seuil. Il ne se retourna pas, mais elle vit ses épaules s'abaisser d'une fraction de pouce, un relâchement si infime que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Puis il ouvrit la porte et sortit. Et ses pas s'évanouirent dans le couloir jusqu'à ce que le seul bruit restant fût le vent du port pressant contre la vitre. Victor agit un mardi. Il déposa une plainte interne auprès du comité d'éthique du conseil alléguant que Gareth Callister avait accédé au coffre privé de la PDG sans autorisation et avait reçu un accès non supervisé à des documents confidentiels de l'entreprise. Il soumit une demande d'ordonnance restrictive interdisant à Gareth l'accès au bâtiment et à toutes les propriétés de Haldane Capital. Et il fit circuler un mémorandum à chaque membre du conseil, remis en main propre, pas par courriel, car le courriel laisse des traces et Victor avait passé une carrière à apprendre quelles traces éviter, arguant qu'Elise Haldane avait été personnellement compromise par un entrepreneur extérieur ayant une relation antérieure non divulguée et que sa direction continue représentait un risque de gouvernance nécessitant une action corrective immédiate. Il exigea un vote d'urgence, la destitution immédiate de la PDG. Le mémorandum était imprimé sur du papier épais. Il faisait 4 pages. Il citait des statuts de gouvernance d'entreprise, des dispositions sur les devoirs fiduciaires et 3 précédents de la Cour de chancellerie du Delaware. C'était, pensa Élise en le lisant à 8 heures du matin, le travail d'un homme qui avait passé 16 ans à se préparer au moment où les murs se refermeraient. Victor avait écrit sa voie de sortie à l'avance. Il l'avait fait notarier. Il en avait répété la présentation. Elle le lut 2 fois. Puis elle le posa sur son bureau à côté de son café, qui avait refroidi dans sa main. Elle ouvrit son ordinateur portable et rédigea une contre-notification, une session d'urgence du conseil complet prévue pour 9 heures le lendemain matin. Présence obligatoire, pas de procuration, pas de participation à distance. Elle passa le reste de la journée à rassembler le dossier. La piste d'audit de l'examen interne, imprimé et relié. L'accord de partenariat original des dossiers de son père, photocopié et notarié. La clé USB avec les données financières de sauvegarde, contenu vérifié et catalogué. La déclaration écrite de Maggie, signée et témoignée. La lettre non envoyée de son père à Donald Callister, conservée dans son enveloppe originale. Et l'analyse médico-légale de Gareth, un rapport technique de 40 pages qu'il avait préparé pendant le week-end à sa table de cuisine, tandis qu'Ivy dessinait des cartes sur le sol du salon. Le rapport retraçait les signatures numériques sur les transactions détournées, cartographiait la structure des comptes écrans sur 12 ans de cycle trimestriel et identifiait les codes d'autorisation qui reliaient chaque transfert frauduleux à un seul profil utilisateur. Victor Ashworth. Gareth avait rédigé le rapport dans le langage de sa vie antérieure, la prose précise et riche en citations d'un architecte de sécurité de Sentinel Defense System. Chaque affirmation était documentée. Chaque donnée était sourcée. Chaque conclusion était étayée par le genre de preuves méthodiques et vérifiables sur lesquelles les procureurs fédéraux construisent des actes d'accusation. L'analyse était, au sens juridique du terme, irréprochable. Cette nuit-là, Gareth était assis sur le porche de sa maison de location à Cypress Street. La lumière du porche était éteinte. Ivy dormait dans sa chambre, la porte entr'ouverte. Une petite lampe en forme de phare projetait un faisceau pâle sur son oreiller. Il entendait l'arroseur du voisin passer son cycle, 5 secondes allumé, 3 secondes éteint, 5 secondes allumé. Son téléphone vibra. Un texto d'Élise. 2 phrases. Demain. 9 heures, êtes-vous prêt? Il répondit sans hésiter. Je le suis depuis longtemps. Il posa le téléphone sur la coudoir et regarda le jardin sombre. Quelque part dans les chênes vivants, un oiseau moqueur répétait son répertoire emprunté, cardinal, rossignol, jet, cardinal à nouveau. Il l'écouta se répéter et pensa au matin à venir et au matin d'après et au matin qui suivrait quoi qu'il arrive dans la salle du conseil. Il pensa aux cartes d'Ivy et à la tombe d'Helena sous le chêne vivant de Magnolia Road et au bruit des feux d'artifice au-dessus d'une rivière 18 ans plus tôt. Il resta avec tout cela. Il n'essaya pas de tout faire tenir. Certaines choses n'étaient pas faites pour tenir. Elles étaient faites pour être portées. La salle du conseil au 14e étage avait une table en acajou pouvant accueillir 16 personnes. Chaque chaise était occupée à 9h02. Victor Ashworth était assis à l'autre bout, son avocat à côté de lui,
un portefeuille en cuir ouvert devant lui. Il s'était rasé ce matin-là avec un soin particulier. Ses boutons de manchette captaient la lumière du plafond. Élise se tenait au bout de la table. Elle n'ouvrit pas par une salutation. Elle ouvrit par des chiffres. Elle projeta la piste d'audit sur l'écran mural, 6 ans de microtransactions, chacune étiquetée avec un horodatage, un code d'autorisation et une signature numérique. Elle guida le conseil à travers la structure des comptes écrans, le routage subsidiaire, le modèle trimestriel. Elle présenta l'accord de partenariat original côte à côte avec les déclarations financières actuelles et montra où les revenus du brevet Calisté avaient été détournés. Elle parla pendant 22 minutes. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne commenta pas. Elle laissa les chiffres porter leur propre poids. Lorsqu'elle eut fini, Victor se pencha en avant. Cette soi-disant analyse a été préparée par un serrurier, dit-il, un homme qui répare des serrures pour vivre, un homme à qui on a donné un accès non autorisé aux documents les plus sensibles de cette entreprise par la même PDG dont le jugement est en question. Élise toucha son ordinateur portable. L'écran changea. La biographie professionnelle de Gareth Calisté apparut, architecte principal de la sécurité chez Sentinel Défense Systèmes, habilitation de sécurité du ministère de la Défense TSSCI, article publié dans le Journal of Cryptographic Engineering et l'IEE Security and Privacy. Une distinction fédérale pour son travail sur le cadre national de résilience cybernétique. La pièce devint silencieuse. L'avocat de Victor murmura quelque chose. Le visage de Victor ne changea pas, mais sa main se dirigea vers sa Patek Philippe et s'y arrêta. L'analyse médico-légale de M. Calisté, dit Élise, a été examinée indépendamment par les auditeurs externes de l'entreprise. Leurs conclusions préliminaires sont conformes à ces conclusions. J'ai également transmis le dossier complet à la division des crimes financiers du FBI, comme l'exigent nos obligations fiduciaires. Victor recula sa chaise. Je demande une suspension de séance. Refusé, dit la présidente indépendante du conseil, une femme nommée Constance Wu qui observait la main de Victor sur sa montre depuis les 10 dernières minutes. Victor se leva. Il boutonna sa veste. Il regarda autour de la table des visages qui ne croisaient pas son regard. Puis il se dirigea vers la porte. Dans le hall, 2 hommes en costume sombre attendaient. Maggie se tenait près du bureau de réception, son téléphone toujours à la main. Les enquêteurs fédéraux étaient arrivés 11 minutes plus tôt. Dans la salle du conseil, Gareth était assis au dernier rang des chaises d'observateurs le long du mur. Il n'avait parlé qu'une seule fois pour confirmer sous serment la méthodologie de son analyse médico-légale. Il n'avait pas regardé Victor. Il n'avait pas regardé Élise. Il avait regardé la table et répondu aux questions avec la même précision neutre qu'il utilisait pour décrire un mécanisme de serrure. Lorsque Victor fut raccompagné, les yeux d'Élise trouvèrent Gareth à travers la pièce. Il fit un simple hochement de tête, pas des félicitations, pas du soulagement, juste un signe de reconnaissance, le signal silencieux d'un homme qui comprenait que la chose qu'ils avaient portée séparément pendant des années avait enfin été posée. 3 semaines plus tard, un samedi après-midi, Gareth finit un travail de rechange de serrure dans une maison de ville victorienne sur Trad Street. Il chargea ses outils dans la benne du camion, s'essuya les mains sur un chiffon de travail et vérifia son téléphone. Un message d'Élise. Est-ce qu'Ivy aime le crumble aux pêches? Il répondit, elle en mangerait à chaque repas si je la laissais. À 16 heures, Élise se gara dans l'allée en gravier de la location de Gareth à Cypress Street. Elle portait un plat en céramique recouvert de papier d'aluminium et une bouteille de vin glissée sous son bras. Ivy ouvrit la porte moustiquaire avant qu'Élise n'atteigne le porche, comme un enfant ouvre une porte à quelqu'un qui est déjà venu, sans cérémonie, sans surprise. Ils mangèrent sur la véranda arrière. Le crumble était encore chaud. Gareth trouva 3 assiettes dépareillées dans la cuisine et ne s'excusa pas. Ivy s'assit en tailleur sur la balançoire du porche et raconta à Élise la carte qu'elle avait dessinée cette semaine-là, une ville côtière avec un phare, un port et un pont qui s'incurvaient au-dessus d'une rivière, exactement comme celui du tableau dans le bureau d'Élise. Le pont a un nom, dit Ivy. Je l'ai appelé le pont du souvenir parce que si tu te tiens dessus et que tu regardes en bas, l'eau te montre des choses que tu avais oubliées. Élise regarda Gareth. Il regardait sa fille avec une expression qui ne contenait aucune performance, seulement l'amour stable et sans fioriture d'un homme qui avait reconstruit toute sa vie autour d'une fille de 9 ans, sans jamais considérer cela comme un sacrifice. Ivy rentra pour se laver les mains. La porte moustiquaire claqua derrière elle.
Les criquets remplirent l'espace qu'elle avait laissé. Élise posa sa fourchette. « J'ai changé le code du coffre, dit-elle. Gareth s'adossa à sa chaise. « En quoi ? » Ce n'est pas important. Quelque chose de tourné vers l'avant, pas vers l'arrière. Elle marqua une pause. L'ancien code était la seule chose sentimentale que j'ai jamais gardée dans ce bureau. Je m'y suis accroché parce que je pensais que ce souvenir était la même chose qu'Honoré, mais ce n'était pas le cas. C'était juste rester immobile. Il hocha la tête. Il ne demanda pas quel était le nouveau code. Il comprenait que l'important n'était pas le nombre, mais l'acte de choisir de faire face à une direction qu'elle n'avait pas prise depuis 18 ans. Le jardin s'assombrit. Des lucioles s'élevèrent de l'herbe par pulsations lentes et silencieuses. La bouteille de vin était à moitié vide entre eux. À l'intérieur, Ivy fredonnait une chanson qu'aucun des deux ne reconnaissait, quelque chose qu'elle avait probablement inventé, comme elle inventait des pays, des rivières et des ponts. La main d'Élise trouva la sienne sur l'accoudoir de la chaise de Porsche. Elle ne le regarda pas quand elle le fit. Il ne la regarda pas. Aucun des deux ne retira sa main. L'immobilité était la même qu'il y a 18 ans, le même souffle retenu, le même accord tacite que le silence pouvait porter plus que les mots. Mais le ciel était différent. Les étoiles avaient bougé. Les deux personnes assises en dessous avaient vécu des vies entières entre-temps, des mariages, des pertes, des carrières construites et abandonnées, un enfant qui dessinait des cartes de lieux qui n'existaient pas et nommait les ponts d'après la mémoire. La différence était qu'il y a 18 ans, l'un d'eux s'était levé et était parti. Ce soir, aucun des deux ne le fit. Ils restèrent assis sur le porche d'une maison louée à Cypress Street, leurs doigts reposant ensemble sur un accoudoir en bois, et ils laissèrent la soirée arriver sans essayer de la retenir ou de l'expliquer, ou d'en faire quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à être. Les lucioles dérivaient. Le vin se réchauffait. L'oiseau moqueur dans le magnolia du voisin recommença, Cardinal, Rossignol, j'ai, répétant ses chansons empruntées comme s'il essayait de trouver celle qui convenait. À l'intérieur, Ivy termina sa carte et la porta à la porte moustiquaire pour la leur montrer, mais elle s'arrêta quand elle les vit assis là, immobiles, silencieux, leurs mains se touchant, et elle sourit comme sourient les enfants quand ils comprennent quelque chose pour lequel ils n'ont pas de mots. Elle posa la carte sur la table de la cuisine et alla se brosser les dents, les laissant sur le porche, les lucioles et la longue nuit sans hâte.